Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Mon nom est Robert Aubin. Je suis porte-parole en matière de transport pour le nouveau Parti démocratique. Et je pense que je pourrais dire aussi ce matin, dans un mauvais français, je suis critique. Et on va prendre le mot critique dans son sens littéral. Alors, on est ici, bien sûr, pour vous parler d'un livre qui vient de paraître et on laissera à l'auteur le soin de le faire, mais surtout pour rappeler l'importance de la sécurité ferroviaire et déplorer le fait que le ministre des Transports se traîne les pieds depuis des années. On était déjà inquiet de la sécurité ferroviaire avant les événements de Mégantic. On est 5 ans plus tard et on est toujours aussi inquiet parce que conservateurs et libéraux ont la même approche qui est celle de l'autoréglementation qu'on a décriée à de très nombreuses reprises et aussi cette approche de gestion axée sur le risque. Pour avoir une gestion axée sur le risque, ça veut dire qu'on met de l'argent là où il est arrivé le plus d'incidents ou le plus d'accidents. Donc, on n'est pas en prévention, on est toujours en train de rattraper. C'est un peu comme si on laissait tomber la vaccination au Québec puis on disait on va payer les pilules après quand vous serez malade. Alors, ça cause un certain problème. On a vu les résultats dans, entre autres, le dernier rapport du BST qui fait montre d'une croissance des accidents et des incidents en matière ferroviaire. On manque de données probantes pour savoir dans quel état est le réseau et on n'a aucun moyen d'avoir ça. Pourtant, le ministre ne cesse de nous répéter que la sécurité, c'est la première de ses priorités. J'ose pas vous dire à quel niveau se situe sa dernière, si la sécurité ferroviaire, c'est sa dernière priorité. Et on a utilisé tous les moyens parlementaires pour obtenir le maximum d'informations, dont entre autres des questions au feuilleton qui nous ont révélé des éléments assez questionnants. Entre autres, sur les 141 inspecteurs qui sont disponibles à Transport Canada, il y en a 25 qui sont effectivement qualifiés pour faire le travail. Ça veut dire que les autres font de l'inspection de paperasse et c'est pas ce dont on a besoin. On a besoin de gens sur le terrain capables de mesurer ça. Un sujet comme celui-là est d'une telle importance qu'on a voulu passer au-delà de la partisanerie et réunir autour de cette conférence de presse-là tous les partis qui s'inquiètent de cette question-là. Et c'est pourquoi je laisserai la parole à Mme Monique Posé, députée du Bloc québécois. Merci. Merci beaucoup, Robert. Merci à tout le monde d'être là. Écoutez, ça a fait 5 ans cet été. Un triste anniversaire à Mégantic où 47 personnes ont perdu la vie et le transport ferroviaire n'est pas plus sécuritaire aujourd'hui qu'il l'était il y a 5 ans. J'ai le goût de vous dire au contraire. Alors, c'est pourquoi le Bloc québécois, on a demandé d'avoir une commission d'enquête. Une commission d'enquête, ça se fait avec un commissaire indépendant, impartial, qui va aller chercher les causes, qui va amener les faits et qui va même donner des stratégies pour éviter que ça se reproduise. Alors, ça fait qu'il y a une plus grande confiance du public. Alors, notre but aujourd'hui, c'est de braquer les projecteurs, comme le dit mon collègue, M. Aubin, de braquer les projecteurs sur le laxisme qui est institutionnel. C'est une vraie institution, le laxisme dans la sécurité ferroviaire, et ça n'a rien à voir avec les conducteurs de train. Depuis le passage des conservateurs au pouvoir et encore aujourd'hui, Ottawa laisse les compagnies s'auto-réguler. Alors, ce sont elles qui décident des règles, ce sont elles qui décident de la marche à suivre et puis ce sont elles qui s'en vont même inspecter. Alors, les entreprises déterminent tout ça, elles déterminent le type de cargaison, elles déterminent le poids que ça peut avoir, elles déterminent la vitesse, elles déterminent tout. Alors, on voit que là, il y a comme un conflit d'intérêts à l'horizon. Le résultat, c'est que depuis Mégantic, il n'y a pas moins d'accidents ferroviaires, il y en a encore plus. Alors, l'an passé, on a des petites données, il y a eu 1090 l'an dernier accidents ferroviaires, une hausse de 21% par rapport à l'année précédente. Alors, vous allez me dire, c'est la faute des élus? Oui,
c'est la faute des élus qui ont abdiqué leurs responsabilités au profit des compagnies de transport et qui doivent absolument reprendre le contrôle au nom de la sécurité publique. Alors, je laisse la place à Monsieur Robert Aubin. Et ce qui est fascinant, c'est que ce matin, on parle de sécurité ferroviaire, mais on pourrait tenir exactement la même conférence de presse avec le même discours en matière de sécurité aérienne. Mais là n'est pas le propos ce matin. Je prends quelques secondes pour vous présenter l'auteur qui vient nous présenter le fruit de ses travaux. C'est M. Bruce Campbell, que vous connaissez peut-être certains d'entre vous, qui est professeur adjoint à la Faculté d'études environnementales de l'Université de York, ancien directeur du Centre canadien des politiques alternatives, ancien professeur invité à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa et ancien collaborateur de Ed Broadbent, un petit côté partisan qui me fait plaisir à souligner, vous le comprendrez bien. Alors, sans plus tarder, je lui laisse la parole pour qu'il nous présente les conclusions de son travail. Merci, Monsieur Aubin. Merci aux députés de rendre possible cette conférence de presse. Merci aussi à mes amis de Lac-Mégantic qui sont venus avec moi. Je suis je suis très contente. Listen, this book. Je peux vous montrer ce livre, c'est le produit de 5 ans de recherche. J'en ai déjà fait des rapports, but this is really the culmination, and I believe it uncovers new elements in the story behind the disaster. What happened, how it happened, who is responsible, and why it can happen again. Je crois que les informations que j'ai découvertes sur ce qui est passé dedans de Transport Canada, les décisions qui ont été prises, sa relation avec les compagnies, l'industrie, avant et après la catastrophe, fournissent une justification additionnelle pour tenir une enquête judiciaire dans laquelle les politiciens, les hauts fonctionnaires de Transport Canada, et les agences liées, les décideurs de l'industrie sont obligés à témoigner. Ils n'ont pas fait encore. Lac-Mégantic was a collateral damage of a series of policy decisions going back to starting in the 80s with Mulrooney, deregulation aided and abetted by privatization and austerity. C'est une histoire d'un régulateur affaibli, capturé par l'industrie puissante qui subordonnait, et c'est important, subordonnait l'obligation primordiale du gouvernement de protéger ses citoyens, les citoyens de Lac-Mégantic, à des intérêts privés. C'est aussi l'histoire de le gouvernement maintenant de incapacité de s'adresser adéquatement aux risques de sécurité fondamentaux qui existent encore, laissant la porte ouverte pour l'histoire de se répéter au moment où le trafic de transportation par ferroviaire de pétrole, c'est un niveau record et l'année prochaine, ça va être estimé à presque 3 fois que c'était dans le temps de Mégantic. Alors, je commence avec ça. Merci. Dernier intervenant avant qu'on passe à la période de questions. On a la chance d'avoir avec nous ce matin des gens qui ont vécu de près, et je ne pensais pas si bien dire avant de rencontrer certains d'entre eux, des gens de la coalition qui sont avec nous ce matin, et c'est M. Bellefleur qui va prendre la parole en leur nom. Bonjour, je remercie le NPD, M. Aubin, et le Bloc québécois, Mme Posé, de nous offrir l'occasion de venir ici à Ottawa. C'est la deuxième visite qu'on fait ici à Ottawa, et je l'ai fait aussi l'an dernier, en novembre, avec Gilles Fluet, ici, qui est un membre de la coalition, qui est un survivant de la catastrophe. Le train lui a passé à peu près à 4-5 pieds derrière le dos lorsqu'il sortait du Musicafé le 6 juillet au soir. Et Gilbert Carrette, qui est un membre actif de la coalition des citoyens. Donc, nous, si on est ici aujourd'hui, c'est pour vraiment appuyer la sortie du livre de M. Campbell. C'est vraiment un plaidoyer, là, vraiment là, bien articulé,
qui met en lumière l'importance de tenir une commission d'enquête publique indépendante sur la tragédie de Lac-Mégantic. Justice n'a pas été faite à Lac-Mégantic. Vous savez, on a tenté un procès aux criminels et on a voulu attaquer 3 simples employés. Ils ont été acquittés. Par contre, les compagnies, les corporations et même le gouvernement n'ont pas été mis en cause dans ce procès-là. Donc, pour Lac-Mégantic, pour les 47 victimes, justice n'a pas été rendue. Mais la commission a aussi une importance capitale, à savoir que si on veut renverser la vapeur au niveau de la réglementation ferroviaire, actuellement, c'est les compagnies qui autogèrent leur sécurité. C'est eux-mêmes qui prennent des décisions sur, comme on le disait tout à l'heure, sur ce qu'ils transportent, comment ils le transportent et dans quel état ils le transportent. Donc, seule une commission d'enquête publique indépendante pourrait venir à bout de revoir la loi et la réglementation ferroviaire au Canada. Donc, c'est pour ça qu'on est encore ici, puis on va continuer comme coalition à se battre non seulement pour les gens de Lac-Mégantic, mais pour tous les Canadiens qui vivent aux abords d'une voie ferrée, parce qu'ils sont à risque encore aujourd'hui. Merci. Merci. Alors, on est maintenant rendu à la période de questions. J'imagine que nous, politiciens, vous nous avez souvent entendus. Et aujourd'hui, un réflexe de vieil enseignant, peut-être, il y a quelqu'un venu de l'extérieur avec son regard, son expertise, qui vient dire sensiblement les mêmes choses sur lesquelles on questionne et on porte nos accents et nos travaux depuis des mois, mais ça amène quand même un souffle nouveau. Alors, je laisse le micro à M. Campbell, puisque j'imagine que l'ensemble de vos questions lui seront dirigées. M. Campbell? Bellefleur, je m'excuse. Ben, y a pas de quoi. Ça ne vous dérange pas dans un instant. Puis peut-être aussi, vous pourrez ajouter quelque chose, M. Campbell. Donc, ça fait 5 ans. C'est pas la première fois qu'on demande que des gens demandent une commission d'enquête publique. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là comme argument supplémentaire qui vont faire que cette fois-là, le gouvernement va écouter? Moi, j'ai lu en partie le livre de M. Campbell. Je ne suis pas arrivé à la fin encore, mais c'est une démonstration très, 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 très pointue, très, très cohérente de comment, au plan politique, nos gouvernements successifs ont déréglementé l'industrie ferroviaire depuis Mulroney. Okay? Et sous Harper, ça a été encore plus manifeste. Et ce qu'on apprend là-dedans, c'est, écoutez, le pétrole était faussement étiqueté par Irving, par World Fuel, par CP. Il était transporté par des wagons qui n'étaient pas sécuritaires. Et on laissait stationner un train de 73 wagons de pétrole en haut d'une pente, le moteur en marche, les portes ouvertes sur le bord d'une rue. Écoutez, et aujourd'hui, c'est encore sensiblement la même chose à Lac-Mégantic. Moi, le 3 février dernier, je revenais de Sherbrooke et j'ai observé un convoi laissé sur la voie principale au même endroit, à Nantes, avec 30 wagons de gaz propane, sans locomotive, sur simplement des freins à air. Une opération de triage qui a duré à peu près 50 minutes. Alors, on n'est vraiment pas convaincu que la sécurité ferroviaire s'est améliorée depuis 2013. Peut-être, c'est quoi les arguments supplémentaires? Pour vous donner un exemple, on dit que c'est pas nécessaire une enquête judiciaire parce que le BST a fait son investigation, il y a un procès, puis le procès est fini, mais pas de décideurs sont venus témoigner, mais c'est une autre chose. Mais c'est ce que l'histoire, c'est qu'on doit regarder toutes les investigations sont faites. J'ai parlé à beaucoup de monde. Il y a du monde qui est anonyme. Dedans de Transport Canada, où il était le BST aussi. Et j'ai reçu une copie du rapport originaire de l'équipe d'investigation du BST, et c'est différent que le rapport final, le rapport public. Et le plus important, c'est que c'est la situation de l'équipage à une personne. One-man crew, oui, c'est ça. Et dans le rapport originaire, il y avait 6 causes concernant équipage à une personne. Dans le rapport final, il y avait 0. Il y avait une cause dans la catégorie de risque, mais c'était une sorte de divertissement. La question du compromis que le BST a fait
résultat des pressions de l'industrie de Transport Canada, ça rend cette information pour justifier encore une approche, une investigation judiciaire. That the BST at the end of the day was pressured into changing the content of its report, and you have proof of that, and that's why we need a. Well, I have the two reports. Okay, I have, and I know that and it's again, it's sources. I know there was a lot of pressure. I know that board members are political appointments. I know that some board members, did not want it in. I know there was pressure from Transport Canada, and it's quite possible from the PMO, because they were paying close attention. They were involved in the conclusions. So that's kind of that's what I have. Thing from the industry. Yes, French. yeah, the industry. I mean, one of the fundamental problems, and I track it through my research, right up until just the time of the disaster, is the power of the industry to write the rules, shape the regulations and the laws, to block, delay, dilute. And it's that power of the industry. As one person told me, the railway barons are still in the driver's seat, so to speak. So that it's that balancing of power between the regulator on one hand and the industry on the other. And there's been a systematic erosion since the time of Mulroney, and over time the probability of a disaster became greater and greater and greater until a point where it was Russian roulette. It was a question of not if but when, and then there's the aftermath. So and there's still those elements. I'm with the Winnipeg Free Press, and it's a city that has a lot of rail going through it from the two major railways and BNSF. We've had a lot of people say that they see more oil going through the province anecdotally, and we know that in the reports there's an uptick in oil by rail. Mm-hmm. I'm curious, we don't get a lot of info about what kinds of substances or where it's from, if it's the Bakken stuff, I guess my question is, do you think Winnipeg or places like that are safe, given what you're suggesting here? I mean, I would say, it's both Bakken oil, and I think probably the majority now is bitumen from Alberta that's being transported in the form of dilbit. So dilbit has diluents that are very volatile, just like the Bakken oil was very volatile. Yes, the volumes, what they observe is correct. The estimate for 2019, the volume is 500,000 barrels per day. It's up to over 200,000 barrels per day at the moment. At the time of Mégantic, it was only about 160,000 barrels per day. So it's really jumped. So the volumes are certainly increasing. They're going east, west, and south. And dilbit's being transported primarily in cars, which I believe are still unsafe. I would recommend, and I would push the government to put pressure on the companies to construct more cars that are capable of transporting raw bitumen without the need for diluent. But most of it's being transported as dilbit, and it's going through Winnipeg, it's going through Toronto, it's going through Montreal, it's going through Vancouver. I'm curious because last week we saw Transport Minister Garneau had this new, speeding up the original phase out of certain cars, but you're saying that doesn't really suffice because of the dilbit issue. I would say it's a small step, but the CPC
1232s, they're jacketed and non-jacketed, right? So what he's accelerated the date of elimination is the non-jacketed CPC 1232s. The jacketed can still transport crude oil until 2025. And, there's been a process to either build new cars to the new standard, the TC 113 standard, or retrofit existing cars, probably 1232s. But there was a retrofitted to the upgraded standard that derailed and spilled just last spring in Iowa. So there's still problems with that, and so the dilbit should be transported if it's going to be transported. I don't get into a debate between between oil and pipelines. The dangers of pipelines are well known, but the fact is that the reality is that oil is going to continue to be transported by rail, and it's increasing. And so, if that's the case, then it should be made as safe as possible. And from my research and what I've seen is that the door is still open to a repeat of history. Did you read the Railway Safety Review report that came out in June? Yeah. It is pretty well opposite point of view from you. Yeah. That